congressistes, la commission de politique générale s'est réunie jeudi et vendredi conformément au calendrier du Congrès. Toutes les délégations étaient présentes. La commission a désigné son président qui était Madera Keïta et son rapporteur Doudou Gueye. La commission a réentendu le camarade Senghor sur le rapport politique qu'il vous a présenté et engagé avec lui les discussions que vous avez déjà entendues pratiquement autour de tous les problèmes qui ont été soulevés ici en séance plénière. Et c'est en plein accord avec lui que nous allons vous livrer les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. La Commission a décidé de vous soumettre 2 résolutions au lieu d'une seule. Une résolution sur la doctrine du PFA et une résolution sur le programme. Elle a voulu ainsi marquer l'importance de l'option que le Congrès doit faire d'une doctrine claire et sans équivoque. Le camarade Senghor, dans son rapport, a suffisamment insisté d'ailleurs sur cette question. La voie africaine du socialisme nous mettra à l'abri des erreurs grossières, des assimilations stérilisantes et nous permettra de nous réaliser en tant qu'hommes et en tant que nation. Le programme qui vous est soumis est précis, concret et il est également concis. Nous pensons qu'il est complet. La Commission a évité dans la rédaction de la résolution de s'embarrasser de considérations spéculatives et de formules stéréotypées. C'est dans le concret, les faits et la réalité quotidienne que se forge une nation aussi grande, aussi forte, aussi prospère que celle que nous avons l'ambition d'ériger. Cependant, la Commission n'a pas éludé pour autant les problèmes. Elle a évoqué d'abord les conséquences logiques d'un ensemble de faits dont il ne sert de rien de nier ou de refuser de voir qu'ils sont soumis à une accélération constante. Ces faits se produisent en Afrique et sont perceptibles pour tout Africain, quelle que soit son origine, que n'endort pas l'illusion de voir régler par autrui et ailleurs ses propres problèmes. La Commission a tenu compte de ce que pèsent ou pèseront demain l'indépendance du Ghana, l'indépendance de la Guinée, celle du Togo, du Cameroun, la Nigeria en 1960. Et elle a admis que l'Afrique occidentale de l'an prochain ne relèvera pas des mêmes impératifs que celle de l'an dernier. Ces faits politiques qui ne dépendent pas de nous, qui voudraient nier leur incidence par simple gravité politique sur nos problèmes d'aujourd'hui, à nous qui pensons tout naturellement bien davantage à construire pour demain qu'à consacrer les vestiges de naguère. La Commission s'est longuement penchée sur la question de l'indépendance nationale. Elle a voulu ainsi, une fois pour toutes, dépouiller ce mot, cette idée de son contenu prétendu explosif. L'indépendance est une exigence du XXe siècle. Nous avons délibérément renoncé là aussi à être habiles pour pouvoir être intégralement honnêtes. Soyez sûrs que c'est là un effort d'assainissement intellectuel très rude pour un citoyen de pays colonisé, l'acte de colonisation provoquant automatiquement un réflexe mental de clandestinité. La Commission a d'abord, autour de cette question, refusé de s'enfermer dans la formule consacrée indépendance égale sécession. Nous pensons que l'acte de sécession menace l'unité d'une nation. Or, qui le nierait, malgré le coude à coude des combats d'un demi-siècle et les morts qu'ils ont indistinctement frappés, la nation française, France plutôt, est une et nous n'en sommes pas. Par contre, c'est à l'évidence que nous nous sentons citoyens d'une nation africaine, peut-être aussi mal définie dans ses frontières, mais aussi solidement établie dans notre volonté
que l'était par exemple l'Italie de Cavour. Or, la nation française, déjà faite au prix que l'on sait, a aidé Cavour et la nation italienne à se faire plus vite et à meilleur compte. La France en est légitimement fière, malgré le passé colonial qu'elle avait dans ce pays, les conquêtes disputées, la bataille de Ravenne du roi de Rome. Se pourrait-il qu'en 1959, elle soit moins sensible aux droits des gens, par ailleurs si disposés à être ses amis? Le nom de Mali, donné à notre fédération, constitue un évident témoignage. N'est-il pas légitime, nécessaire et logique que nous retrouvions nous aussi dans la plus grande des anciennes demeures de notre histoire de peuple libre un peu de ce que, par exemple, légué à travers siècles au roi de Bourges, la France de Charlemagne, pour restaurer dans ses dimensions historiques une destinée nationale déjà presque effacée sur les cartes et dans les esprits. La Commission a repris franchement et aussi la question si souvent posée: est-il en réalité possible de sortir véritablement de la condition de coloniser sans franchir au préalable le seuil de l'indépendance? Notre bonne volonté est totale, mais se refuse à faire le bon apport en calculant ce qui peut le mieux duper autrui. Nous ne croyons pas que la décolonisation dans tous les domaines, administratifs, économiques, intellectuels, moral et même mental, qui est notre raison d'être, puisse être obtenue en dehors du cadre de l'indépendance nationale. La Commission n'a pas voulu retenir une date précise comme certains le voudraient pour prendre notre indépendance. Nous ne sommes pas partisans des solutions de facilité. Nous ne voulons jouir de notre indépendance que pour assurer le bonheur des hommes qui nous font confiance. Cette position, nous voulons le préciser, incline matériellement et intellectuellement vers la non-violence. Elle ne vise ni à l'oppression, ni à la domination, ni à la conquête, ni à l'autarcie. Car la Commission estime qu'en ce siècle où l'interdépendance est la règle d'or de vie des peuples, l'indépendance dans l'isolement est dangereuse. Nous sommes justement réunis pour éviter cette utopie et réaliser notre objectif de toujours, l'unité africaine dans l'indépendance, une nation négro-africaine au sein d'une confédération multinationale. Notre action vise comme fin dernière le bonheur de l'homme, la suppression de la faim, de la malnutrition, de la maladie et de la misère. Nous ne devons pas souscrire à une politique extrémiste qui consisterait à tout sacrifier aux formules, à la planification économique sans tenir compte de l'homme. Nous ne devons pas non plus tomber dans l'excès contraire qui consiste à dire qu'il n'y a plus de problème politique et que tout désormais se ramène à un aménagement de nos liens économiques avec la France. La formule de l'indépendance au sein d'une confédération multinationale nous permet d'éviter l'aventure et de ne point nous poser la question gênante des moyens de notre politique. La notion d'indépendance est une question de dignité. Elle ne peut pas porter en elle-même ses moyens propres. Elle ouvre des perspectives nouvelles dans le domaine économique, social, culturel et politique à des hommes et à des peuples qui jusque-là vivaient dans la dépendance. C'est la souveraineté, la libre détermination que confère l'indépendance qui permettent de résoudre les problèmes connexes. Évoquant ce problème difficile de raménagement de la communauté en confédération multinationale, plusieurs commissaires ont mis l'accent sur les difficultés nombreuses que ne manqueront pas de susciter certains milieux français. Nous ne voulons pas faire de procès d'intention. Mais les exemples de Haute-Volta, du Niger, du Dahomey nous prouvent, s'il en était besoin, que leur appréhension peut se justifier. C'est en tout cas une raison supplémentaire qui doit nous inciter à beaucoup de prudence, à ne pas perdre de vue que nous devons toujours trouver des moyens de traduire dans les faits quotidiens, dans la réalité, dans la vie, nos intentions même les plus généreuses. Au sujet de l'africanisation des cadres, les discussions ont permis de préciser qu'il s'agissait non seulement d'un problème administratif et technique, mais aussi et surtout d'un problème politique. On ne doit pas se contenter de techniciens pourvus de diplômes. Il faut rechercher, pour ne pas dire exiger, des hommes engagés politiquement
les cadres supérieurs et moyens de la nation ne peuvent participer d'une manière consciente à l'effort d'édification nationale que dans la mesure où ils sont capables d'en saisir la grandiose signification. Avec l'africanisation des cadres, l'accent a été mis sur l'importance de l'investissement humain qu'il ne faut pas confondre avec les investissements sociaux. L'investissement humain est une des formes essentielles de l'effort civique qu'exige du peuple tout entier des villes et des campagnes la construction nationale. Il ne peut pas être dissocié de l'effort d'africanisation. La Commission a tenu aussi à préciser que tout ce qui se passe en Afrique nous intéresse. L'évolution des États autonomes des républiques indépendantes. Notre ambition est d'être présent à tous les rendez-vous historiques et politiques, singulièrement à ceux où l'Afrique doit se définir. Le Congrès doit donc demander à la direction du PFA de suivre attentivement l'évolution de nos relations avec les autres États d'Afrique. L'effort qu'exige de nous l'édification nationale nous commande de veiller d'une manière particulière sur l'évolution et l'orientation des mouvements de masse. C'est pour cela que la Commission recommande de veiller à la réalisation de l'unité politique et syndicale. Voilà, camarades, l'essentiel des idées que nous avons essayé de traduire dans les 2 résolutions qui vont vous être soumises. Nous sommes les bâtisseurs d'un monde nouveau. Nos solutions et nos formules doivent être hardies mais réalistes. Nos intentions les plus généreuses doivent être conformes avec nos réalités. C'est de la confrontation dialectique de nos intentions et de nos réalités que doivent résulter les lignes directrices et de force de notre action. C'est ainsi que la voie africaine du socialisme doit être considérée comme une des contributions les plus importantes de toutes ces années à la lutte difficile que nous menons pour le bonheur de nos hommes, pour l'affirmation de notre personnalité, l'indépendance réelle de nos pays. Je vais actuellement vous donner lecture de la première résolution sur la doctrine du PFA. Le congrès constitutif du Parti de la Fédération africaine, PFA, réuni à Dakar du 1er au 3 juillet 1959, considérant que le socialisme constitue, dans les domaines politiques, économiques et sociaux, depuis la révolution de 1789, le message majeur de l'Europe au monde, considérant que sa philosophie, l'humanisme et sa méthode, la dialectique, en sont les traits essentiels, avec comme moyen notamment le fédéralisme et la planification, le syndicalisme et la coopération. Considérant que ces apports rejoignent sur bien des points les valeurs traditionnelles de la civilisation négro-africaine, mais considérant que les apports du socialisme doivent être adaptés aux réalités du XXe siècle, notamment aux réalités nationales, considérant d'autre part qu'ils doivent être repensés à la lumière des valeurs négro-africaines, opte pour une voie africaine du socialisme qui intègre l'idée de nation et les valeurs culturelles, dont les valeurs spirituelles de l'Afrique noire. Et voilà la deuxième résolution sur le programme du PFA. Le congrès constitutif du Parti de la Fédération africaine PFA, réuni à Dakar du 1er au 3 juillet 1959, considérant que le but ultime du PFA est la réalisation de l'unité africaine sur une base nationale et dans le cadre d'une république fédérale, dont la Fédération du Mali constitue la première étape. Considérant qu'outre le fait national, l'autre réalité du XXe siècle est l'interdépendance des nations, considérant que ces 2 faits exigent l'indépendance nationale, donc la transformation dans les meilleurs délais de la communauté en confédération multinationale, considérant que seule l'option d'une voie africaine du socialisme nous amènera aux 2 objectifs de la nation et de la confédération, décide sur le plan social la réalisation de l'unité syndicale ainsi que l'africanisation des cadres et l'utilisation de toutes les valeurs africaines, singulièrement l'action politique. Mais pour réussir, le programme politique devra orienter un plan de développement économique, social et culturel. Le plan exige au préalable et comme base un triple inventaire qui portera. Vous avez reçu la frappe où ils ont commis des erreurs et je vais vous la rétablir, cette erreur. Alors suivez sur votre frappe. Décide
d'élaborer un programme politique, économique, social et culturel conforme à ses objectifs. Sur le plan politique, l'institution d'une démocratie forte et organisée permettra le renforcement et l'extension de la fédération. Écoutez d'abord, ensuite vous prendrez note. Écoutez, vous aurez la copie parce que je crois qu'il y a une erreur. Il y a une erreur de frappe là-bas. Il va vous lire la résolution telle qu'elle est sortie de la commission et on vous donnera par la suite cette résolution corrigée. Je vais vous lire la résolution, vous l'aurez après corrigée. Alors nous disons décide d'élaborer un programme politique, économique, social, culturel conforme à ses objectifs. Sur le plan politique, l'institution d'une démocratie forte et organisée permettra le renforcement et l'extension de la fédération sur une base nationale dans le cadre d'une confédération multinationale. Le Congrès donne mandat au comité directeur du parti de tout mettre en œuvre pour réaliser le plus rapidement possible cet objectif. Sur le plan social, la réalisation de l'unité syndicale ainsi que l'africanisation des cadres et l'utilisation de toutes les valeurs africaines renforceront singulièrement l'action politique. Mais pour réussir, le programme politique devra orienter un plan de développement économique, social et culturel. Le plan exige au préalable et comme base un triple inventaire qui portera premièrement sur les éléments constitutifs de la civilisation négro-africaine traditionnelle, deuxièmement sur notre situation économique, sociale et culturelle actuelle, troisièmement sur nos richesses, nos lacunes et nos potentialités dans tous les domaines, singulièrement dans le domaine économique. Le Congrès décide, compte tenu des éléments d'information qui sont dès maintenant en notre possession et sous le bénéfice d'une information plus complète, d'orienter les crédits vers les deux pôles de développement que voici: investissements sociaux, dispensaires, maternités, centres de l'enfance, hôpitaux, écoles d'enseignement et de formation professionnelle, centres de jeunesse et de culture au lieu de centres culturels, et bourses de travail. Deuxièmement, investissement productif, infrastructures générales, ports, chemins de fer, routes et aérodromes, etc., agriculture et élevage, encadrement mutuel et coopératif, industrie de transformation, prospection minière et industrie énergétique. Le Congrès lance un appel à tous les militants du PFA, à tous les patriotes africains pour se mobiliser en vue de la construction de la nation négro-africaine unie et indépendante. Camarades congressistes, vous avez démenti les prophéties pessimistes des pécheurs en eau trouble. On avait dit que ce congrès verrait l'éclatement du PFA et la mort du Mali. Le congrès s'est bien passé dans le travail et dans l'unanimité. Il y a eu effectivement exercé la liberté de parole pour chaque congressiste, la liberté d'opinion. Les interventions ont été animées, parfois passionnées, toujours franches, tendues vers le même but, vers notre idéal commun. S'il y a eu des divergences et des nuances, comme il est naturel dans un congrès, ces différences et ces nuances portées sur les voies et moyens.
Je remercie le Congrès de m'avoir fait l'honneur de présider ce grand parti qu'est le PFA. Je ne le dois pas à mes mérites, mais peut-être à ce que Djibo Bakary appelait ma non-violence. En effet, je suis un non-violent, et certains jeunes me disent parfois, mais toi Senghor, tu lances des bombes, et après tu les désamorces. Tu as été parmi ceux qui, depuis 1937, ont lancé une bombe contre l'assimilation. On prônait la négritude, le fédéralisme. Tu as été parmi les premiers qui ont parlé du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et puis, tu introduis des nuances grammaticales. Camarades, il n'en est pas ainsi. C'est que, vous savez, toute idée, toute pensée, tout mythe, quand il est créé, vous y rencontrez des contradictions. Et il faut, dans une synthèse finale, surmonter ces contradictions. L'unité africaine, il y a longtemps que nous la prenons, l'indépendance nationale, il y a des années que nous la prenons, mais quand nous creusons cette idée dialectiquement, nous voyons que cette indépendance ne peut être complète sans l'unité africaine, qui en est pour ainsi dire l'antithèse et la contradiction. Car ce n'est pas pour demain que nous réaliserons l'unité africaine. Comment sortir de cette contradiction? Car il faut arriver à l'indépendance nationale et en même temps il faut permettre la réalisation de l'unité. Eh bien, il faut dépasser la thèse et l'antithèse et trouver la solution de nos problèmes, du problème de l'indépendance nationale et du problème de l'unité africaine dans la confédération. Car la confédération nous permettra au Mali, si l'unité africaine tarde à se faire, la confédération permettra au Mali d'aller à l'indépendance sans être coupé des États qui ne sont pas encore en mesure d'aller à l'unité. Camarades, nous avons clairement défini nos objectifs et c'est pourquoi je vous dis, camarades, les discours, ça suffit. On dit que les nègres sont les plus éloquents du monde. Ce sont les Allemands qui disent qu'ils ont un don du verbe inégalé. Camarades, vous en avez fourni des preuves pendant ce congrès et maintenant, camarades, il faut agir. Il faut être constant. Il faut être discipliné. L'indépendance nationale et la confédération, nous la réaliserons par notre organisation, camarades, par un effort de tous les jours, par un effort de tous les instants, par le rassemblement de toutes les énergies, par la mise en valeur de tous les talents. Et c'est pourquoi je m'adresse d'abord aux jeunes en demandant aux étudiants de ne pas se considérer comme des privilégiés. Les étudiants ne sont que des chanceux. Ils ont eu la chance de faire des études payées par la sueur des paysans et des pauvres. Et c'est pourquoi il faut que les étudiants, il faut que les intellectuels commencent par se faire peuple et à intégrer la jeunesse, cette jeunesse admirable qui est devant nous. Et je dis aux jeunes, gardez votre enthousiasme. Je dis plus, gardez vos illusions, gardez votre intransigeance, allez l'injure à la bouche, commettez des erreurs, mais je vous dis, jeunes, il faut agir. C'est dans l'action, c'est dans l'organisation que vous corrigerez vos erreurs.
C'est au contact de la réalité que vous ferez fructifier vos idées. C'est au contact de la réalité que vous bâtirez la nouvelle nation négro-africaine. Et m'adressant aux femmes, je leur dis que dans la civilisation négro-africaine traditionnelle, vous n'étiez pas des servantes, vous étiez des reines, véritablement des reines, parce que vous êtes les porteuses de vie, parce que vous avez la fidélité, parce que vous avez le désintéressement. Mais je dis aux femmes, dressez-vous, retrouvez votre dignité première, et ayez la conscience de vos nouvelles responsabilités dans la cité négro-africaine. Camarades, encore une fois, nous ne bâtirons pas le Mali dans les discussions et dans les idéologies stériles. Nous ne bâtirons pas l'indépendance nationale dans ce que certains considèrent comme une pure dialectique. La véritable dialectique, je vous l'ai dit, c'est dans l'action, c'est dans l'effort quotidien, c'est dans les retombements, mais c'est dans les redressements. C'est dans un effort constant, un équilibre toujours cherché et jamais atteint. C'est ainsi que nous bâtirons la nation négro-africaine. Mes camarades, je vous dis également, notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine. Notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine des territoires antifédéralistes. Notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine de la Guinée. Notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine des autres États d'Afrique noire. Notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine du Maghreb. Pourquoi ne pas vous le dire? Notre indépendance ne se construira pas dans la haine de la France. Il faut travailler à notre indépendance nationale, mais notre indépendance nationale n'est qu'une pierre dans l'édification de la civilisation de l'universel. Que nous le voulions ou non, nous ne pouvons pas être séparés des autres continents, nous ne pouvons pas être séparés des autres races, mais comme je vous le disais à la fin de mon rapport, pour contribuer à la civilisation de l'universel, pour faire une confédération solide et humaine avec la France, pour bâtir la nouvelle civilisation, pour opérer la troisième révolution mondiale qui sera morale, il faut que nous ayons l'orgueil de notre patrimoine culturel. Il faut que nous soyons persuadés que nous, négro-africains, nous avons à dire une parole que personne d'autre ne peut dire. Nous avons à donner au monde un message qu'aucun autre peuple ne peut donner. Il faut se persuader que nous sommes nécessaires au monde, que nous sommes aujourd'hui le levain du monde au 19e siècle, au 20e siècle. Camarades, je vous demande de vous mobiliser tous. Qu'il n'y ait pas de leadership entre les territoires et il n'y a pas de leadership entre les territoires. Et je veux ici, en tant que Sénégalais, répondre à certains pessimistes, à certains mauvais conseils que nous disent « Ah, le Sénégal, vous êtes foutus, vous vous êtes laissé berner par le Soudan. » Mais non. Très consciemment, nous avons refusé de prendre la présidence du gouvernement. Nous avons pensé que pour le Mali, il fallait que ce fût un Soudanais, il fallait que ce fût Modibo Keïta. Si c'était à recommencer, nous recommencerions et Modibo Keïta ne nous a pas déçus. Et nous disons, nous Sénégal, si c'est ça être du fait que de travailler à la construction de Mali, si c'est ça être du fait que de réaliser l'unité africaine, si c'est ça être du fait que de prendre un de nos meilleurs militants, sinon le mettre à la tête du Mali, je dis s'il fallait recommencer, nous recommencerions. À bon entendeur, salut. Camarades, camarades, vous applaudissez.
je veux surtout que vous agissiez. Il faut considérer que dès aujourd'hui, vous avez créé l'ordre de chevalerie du Mali. Vous êtes tous des légionnaires. Chacun doit sacrifier ses intérêts propres, ses intérêts de famille, ses intérêts d'État. Nous devons son orgueil, sa dignité même, sa dignité individuelle pour promouvoir la dignité africaine. Camarades, à partir d'aujourd'hui, au premier jour de l'an 1, vous êtes tous des légionnaires du Mali. Faites le serment que vous ne trahirez jamais le Mali et dites « Je le jure ». La délégation de la Haute-Volta me charge de vous adresser son salut fraternel. C'est intentionnellement que jusqu'ici, nous n'avions pas voulu intervenir au cours des débats. Et pour cause. La Haute-Volta a été présente à Bamako. Elle a été présente aux travaux de l'Assemblée constituante fédérale à Dakar. Elle a prêté avec les autres un serment solennel de fidélité indéfectible au Mali. Ensuite est arrivé ce que vous savez, qui n'est pas le fait du peuple voltaïque, mais le fait d'un homme et de son équipe. Après cela, nous nous sommes demandé quel crédit une ambiance comme la vôtre pouvait être accordée aux déclarations d'une délégation venue au nom de la Haute-Volta. Mais néanmoins, nous avons beaucoup observé et nous avons beaucoup écouté. Et nous savons que les camarades ici comprennent notre position. Nous savons aussi que tout le monde est convaincu que, quels que soient les résultats des élections truquées que l'on a publiées, le peuple voltaïque reste profondément fédéraliste. Et je vous apporte le message des jeunes de Haute-Volta. Ce message se traduit en 4 mots. Le Mali ou rien. Voilà le message des jeunes de Haute-Volta. C'est-à-dire que le peuple voltaïque est ici présent parmi vous. C'est dire aussi que le Mali est présent partout
partout en Haute-Volta, jusque dans les villages les plus reculés, le paysan sait ce que c'est que le Mali. Nous avons donc ici un devoir à faire au nom du peuple voltaïque. Ce devoir est celui de vous dire que si pour des raisons indépendantes de la volonté du peuple lui-même, la Haute-Volta est aujourd'hui absent parmi les États du Mali, elle sera certainement présente le moment venu, et je pense que ce moment n'est pas très éloigné. Nous devons aussi de vous préciser notre position. On a beaucoup épilogué sur l'indépendance, sur l'unité africaine, etc. L'indépendance, personne ne discute plus d'ailleurs sur ce mot. Le problème de l'indépendance est posé. Il est posé par nous. Il est posé aussi, je suis certain, il est posé aussi au niveau de la communauté. Mais l'indépendance est certainement beaucoup plus facile à atteindre que l'unité africaine. C'est l'unité africaine notre objectif numéro 1. La difficulté réside dans la réalisation de l'unité africaine. Et nous ne pensons pas qu'il faille éluder cette difficulté, qu'il faille l'éviter et aller dans une indépendance en rang dispersé. Notre position est celle-là. Est-ce dire que le Mali, est-ce dire que l'Afrique ne doit aller à l'indépendance que lorsqu'il aura obtenu la plénitude de l'unité africaine? Je ne le pense pas non plus, car il existe des États qui, peut-être encore dans 100 ans, ne rallieront pas, ne répondront pas au cri d'appel à l'unité. Il existe ces États-là, nous les connaissons. Il faut donc préparer les conditions nécessaires à une unité africaine relative. Je ne dis pas pleine et entière, parce que pleine et entière, elle n'est pas possible pour le moment. Mais il faut faire l'impossible. Il faut faire ce qu'il est possible de faire pour arriver à une unité la plus large possible pour l'instant. Il faut alors préparer les conditions de cette unité. Et c'est là que j'en arrive à demander que l'on précise enfin le contenu de la communauté, le contenu de notre communauté, car ce contenu n'est pas encore bien clair, n'est pas encore bien net dans mon esprit. Peut-on parler d'unité africaine lorsque des Soudanais sont expulsés de Haute-Volta? Peut-on parler d'unité africaine lorsque des Soudanais sont expulsés du Niger? Peut-on parler d'unité africaine lorsque des Dahoméens sont expulsés en masse de la Côte d'Ivoire? Peut-on parler d'unité africaine lorsqu'un clan, avec des appuis que nous ne voulons pas nommer ici, s'empare du pouvoir et brime tout un peuple? Peut-on parler d'indépendance, peut-on parler d'unité africaine lorsque l'on prend le soin de mettre à la tête de certains États des hommes de paille qui agissent sous des ordres, des pions que l'on déplace au moyen de câbles invisibles, manœuvrés par des tireurs de ficelles placés dans l'ombre? Alors, ce que nous voudrions, ce que nous allons demander aux responsables des destinées du Mali, c'est d'obtenir que l'on nous précise le contenu de la communauté. S'il y a une communauté, je pense que les instances supérieures de cette communauté doivent faire respecter l'esprit de la Constitution, doivent faire respecter les libertés individuelles et collectives,
doit vous faire respecter la dignité humaine, doit vous faire respecter la loi. Si cette précision n'est pas obtenue, si ces mesures ne sont pas prises, alors vous me permettrez de comparer la communauté à un arbre dont on a espéré beaucoup et qui a fini par produire des épines. Nous demandons donc aux responsables du Mali, à ceux qui ont encore la conscience bien arrêtée que la démocratie ne doit pas être bafouée, d'obtenir que des mesures soient prises afin que soient respectées les libertés et des uns et des autres, afin que la justice règne. Nous tournons dans un cercle vicieux. Lorsque l'on fait appel à l'arbitrage des instances supérieures de la communauté, la réponse qu'on est à peu près certain de recevoir est celle-ci. Nous ne voulons pas intervenir dans les affaires de vos États parce que vous êtes maintenant autonomes. Cette affirmation est très louable. Mais je suppose que les peuples aujourd'hui comprimés un jour se soulèvent contre ceux qui les briment. Alors à ce moment-là, je suis certain qu'au niveau de la communauté, on trouvera des forces de l'ordre pour les mater. Alors il s'agit de savoir si la loi, qui est la loi véritable, sera appliquée à travers tous les États, ou bien si nous allons être appelés à appliquer la loi de la jungle. Nous voudrions que cela soit précisé. Je ne voudrais pas aller plus loin, mais ce que je dois faire comprendre à chaque Africain, à chacun de ceux qui sont ici présents, c'est que si un jour l'Afrique allait à l'indépendance en rang dispersé, elle aura consacré elle-même sa mort et elle aura elle-même renoncé à l'unité africaine. Croyez-moi, je ne suis pas un rétrograde et je ne suis pas un homme complexé. Je vous dis la vérité, je dis ce qui doit être dit. Déjà avec la loi cadre, il nous est très difficile de nous unir si, par une indépendance des États existants actuellement, par une indépendance dans l'isolement, nous renforçons le sentiment de cet isolement, aucun État par la suite n'acceptera d'abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour que se réalise l'unité africaine. Alors, je vous laisse réfléchir. Et je vous demande, au moment où vous allez voter la résolution de politique générale, je vous demande d'avoir présent à l'esprit que l'objectif le plus immédiat, mais aussi le plus difficile à atteindre, c'est l'unité africaine. Et je vous dis, camarades légionnaires, oui, vous êtes des légionnaires, car chacun de vous est le soldat d'une cause sacrée. Je vous dis, légionnaires, faisons tout et en avant pour la réalisation de l'unité africaine.